Bonjour et bienvenue sur Algomius. Avec la loi uniforme, nous avions fait une introduction aux lois à variable continue, et on va continuer justement sur notre chemin, et on va parler aujourd'hui de la loi normale. Alors la loi normale, c'est quelque chose dont on entend énormément parler, c'est ce qu'on appelle par exemple la courbe en cloche, ou la gaussienne, ou ainsi de suite, et on va essayer de comprendre un peu comment fonctionne cette loi de probabilité. Pourquoi elle est souvent utilisée? Parce qu'en fait, elle représente très souvent la plupart des phénomènes naturels et aléatoires. On en a entendu parler énormément, quand on parle de gestion des épidémies, on voit toujours cette courbe en cloche qui est affichée à l'écran, et on va voir aussi que dans l'industrie, elle est énormément utilisée pour, par exemple, montrer quand par exemple une machine produit une pièce qui doit avoir une certaine longueur, cette machine a toujours une tolérance, et on estime toujours justement que cette pièce doit toujours être proche de la valeur théorique, même si on laisse une petite marge dessus, qu'elle ne doit pas s'en écarter de trop. Et quand vous avez représenté quelque chose de ce style-là, en fait, la loi normale est tout à fait destinée. Donc on va essayer de comprendre comment se représente une loi normale, quelle est sa densité de probabilité, quels sont les paramètres qui la caractérisent, et à quoi finalement elle peut nous servir, quels sont les types de cas que nous pouvons représenter avec une loi normale, et comment est-ce qu'on va pouvoir, avec les propriétés de la loi normale, calculer certaines valeurs qui peuvent être intéressantes sur des distributions. Donc je vous propose de voir déjà la définition de la loi normale. Donc la loi normale est une des lois de probabilité les plus utilisées pour modéliser les phénomènes naturels issus de plusieurs événements aléatoires. On va en donner quelques exemples pour qu'on comprenne bien comment fonctionne la loi normale et qu'est-ce qu'elle représente. Alors elle a d'autres noms, la loi normale. Elle peut être appelée aussi la loi gaussienne, la loi de Gauss ou la loi de Laplace, qui sont deux mathématiciens du XVIIIe et XIXe siècle. Laplace et Gauss. La loi normale est une loi de probabilité absolument continue, donc comme la loi uniforme cette fois-ci, ça veut dire que la loi continue, ça veut dire qu'on n'a pas des issues en nombre fini. Je vous le rappelle, quand on jette un dé de 6 par exemple, on n'a que 6 valeurs possibles, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand on est en variable continue, ça veut dire qu'on a une infinité de variables possibles. Alors quels sont les paramètres finalement de la loi normale? La loi normale, en fait, elle est définie par son espérance, mu, et son écart type, sigma. Et donc, à partir de ces deux valeurs, on arrive à avoir une fonction de densité de probabilité, f de x, qui est assez complexe quand même, qui est 1 sur sigma racine de 2pi, exponentielle, moins 1/2 facteur de x moins mu sur sigma au carré. Alors si on analyse un petit peu cette formule, on s'aperçoit rapidement que effectivement, cette formule ne dépend que de deux paramètres qui sont mu et sigma. Tout le reste, c'est des constantes. On a le 1 qui est ici qui est une constante, racine de 2pi qui est une constante, moins 1/2 qui est une constante, x qui est le paramètre de la fonction, c'est f de x, et on en retrouve de nouveau ici l'espérance, et on retrouve de nouveau divisé par sigma l'écart type. Donc à partir de ces deux paramètres, on arrive à calculer finalement la fonction de densité de probabilité. Alors cette fonction, je l'ai mis ici pour information, et vous allez voir en fait qu'on l'utilise finalement très peu. Pourquoi on l'utilise très peu? Déjà parce qu'elle a l'air quand même assez complexe à calculer, et on va voir qu'il y a d'autres façons en fait de retrouver des informations sur la loi normale, et notamment en fait de passer par la loi normale centrée réduite qui fera l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, on se retrouve devant une formule assez complexe pour une loi de probabilité, et alors je ne sais pas si ça a été fait pour ça, mais en fait on va essayer de tout faire pour ne pas avoir à l'utiliser et de se simplifier la vie. C'est quand même beaucoup plus intéressant que de calculer systématiquement une fonction aussi plus complexe. En tout cas, si vous voulez la densité de probabilité, elle se décrit comme ça. Alors on va parler un peu de notion d'intervalle, et la loi normale s'intéresse à des valeurs continues. Par exemple, la probabilité que x est égal à 2, alors que la loi binomiale s'intéresse à des valeurs discrètes, comme par exemple que la probabilité que a soit compris entre x et b. Donc, qu'est-ce qui est fait ici? En fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est que la loi normale, on va voir qu'on va pouvoir utiliser une loi normale pour représenter une loi binomiale quand les problèmes deviennent beaucoup plus compliqués. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien, tout simplement, on s'aperçoit que si jamais on prend par exemple une loi binomiale qui serait représentée avec un échantillon de 50, donc une population de 50,
et une loi de probabilité, une loi de succès, une probabilité de succès de 0,25 par exemple. À partir de cette loi binomiale, on pourrait très facilement calculer P de x égale, par exemple, je prendrais par exemple 28, c'est-à-dire en fait quelle est la probabilité d'avoir 28 succès dans ma loi binomiale. Les choses se compliquent dans ma loi binomiale quand je veux chercher par exemple la probabilité que x soit inférieur ou égal à 28. Là en fait c'est plus du tout le même problème parce qu'on avait vu que quand on a une inégalité dans la loi binomiale, cela nous obligeait à calculer qu'est-ce que c'est en fait P de x qui était inférieur ou égal à 28. Je vais juste ouvrir un notepad, un bloc-notes. Tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien tout simplement, ça veut dire qu'il faudrait calculer la probabilité que x est égal à 0. On additionnerait P de x égale à 1, plus P de x égale à 2, et ainsi de suite, jusqu'à finalement arriver à P de x égale 28. Donc en fait, pour calculer cette inégalité, il faudrait que l'on passe par 28 termes à calculer avec la formule de la loi binomiale. Donc ça peut être un petit peu long à faire, même si maintenant effectivement on se retrouve toujours face à des ordinateurs, on a toujours un tableur sur lequel on peut rentrer finalement nos valeurs et calculer assez rapidement ce genre de choses. Mais on va voir en fait que on peut aussi avoir une autre démarche et de dire en fait qu'on va pouvoir approximer notre loi binomiale par une loi normale et ainsi bénéficier de toutes les propriétés de la loi normale. Et ça va nous simplifier les choses. Là aussi, cette approximation donnera lieu à une vidéo qu'on verra dans le futur et qui expliquera comment on va faire tout ça. Donc, la loi normale va travailler sur les intervalles plutôt que sur des valeurs discrètes, puisque des valeurs discrètes, en fait, il n'y en a pas. Donc, en loi normale, la probabilité que x est égal à k, donc que x est une valeur vraiment précise, est de 0, puisqu'on est en valeur continue. Donc, en fait, il n'y a pas de différence entre la probabilité que x est inférieur à a est égale à la probabilité que x est inférieur ou égal à a. On n'a pas une valeur bien précise sur l'égalité. Et d'ailleurs, ça n'aurait aucun sens. Si on revient par exemple à cette notion d'intégrale, qui définit habituellement les lois à probabilité continue, on se rendrait compte que l'intégrale, en fait, entre un point et lui-même, vaudrait 0, puisque l'intégrale représente finalement l'aire qui se retrouve sous la courbe. Donc si vous avez une largeur de 0, en fait, vous avez une aire de 0. Et c'est ce qui explique que la probabilité d'avoir un nombre fixe est égale à 0. Alors comment est-ce qu'on représente une loi normale? Alors une loi normale, si on veut rester simple, c'est ça. C'est la courbe en cloche. Et on avait dit que la loi normale était représentée par deux paramètres, qui étaient son espérance. Et donc comment est-ce qu'on peut symboliser l'espérance? Eh bien tout simplement, on voit que cette courbe a un axe de symétrie, qui est ici. Et bien en fait, à l'endroit où se trouve l'axe de symétrie, vous avez ici la valeur de l'espérance. Vous avez la valeur de l'espérance. Et vous avez aussi une valeur sigma qui correspond à l'écart type. L'écart type, lui, ça va être qui va donner une idée de la dispersion de la courbe. Donc là, vous allez avoir le sigma qui va représenter l'écart type. Donc en fait, plus sigma est grand, plus la courbe va s'aplanir, va être large, et plus sigma va être petit, en fait, plus la courbe va être haute et fine. Donc on va essayer de représenter une loi normale dans Excel, et on va essayer de la faire varier en sigma et en espérance pour voir finalement comment elle varie. Donc on va représenter vraiment cette loi sous Excel. On va commencer par donner des valeurs de x de 0 à 10 par intervalle de 1 dixième. Ok. Donc je prends Excel, je commence à faire des intervalles de 0, je commence à 0, 0,1, 0,2, et je vais tirer ça jusqu'à 10. Je suis un peu loin. Voilà, je suis à 10. Alors pour chacune de ces valeurs, je vais calculer une loi normale. Et on va essayer de dire, par exemple, je vais prendre la loi normale. Alors qu'est-ce que je pourrais dire? Alors je suis sur un intervalle
je vous l'ai dit, si je reprends la définition de la loi normale, je suis sur un intervalle 0,10, l'espérance en fait va être le milieu de ma courbe. Donc je pourrais par exemple dire que je vais prendre une espérance à 4, et donc j'aurai en fait le sommet de ma courbe qui va se trouver finalement à 4, qui va se trouver à l'abscisse 4. Ok, maintenant je peux donner une ordonnée, c'est-à-dire un écart type, c'est-à-dire quel est l'écart moyen par rapport à la moyenne que je risque d'avoir en prenant un nombre au hasard. Eh bien je vais dire pour l'instant, je vais prendre un écart type de 1. Et donc je vais avoir ma loi normale 4, 1. Alors comment je vais représenter ma loi normale? Eh bien tout simplement, Excel propose des fonctions, dont une fonction qui s'appelle loi normale, qui va prendre, vous voyez Excel me donne les paramètres, qui va me prendre la valeur de x, c'est-à-dire qui va me prendre le paramètre, qui va me prendre l'ordonnée qui va prendre le x de ma fonction f de x. Donc là, c'est le x, en fait, il est défini dans la colonne A. Donc là, je vais avoir A1. Donc je vais prendre les x, je les ai définis dans la première colonne, donc je vais juste les récupérer dans la première colonne. L'espérance, eh bien j'ai dit que c'était une loi normale d'espérance 4, d'écart type 1, et pour l'instant, il y a une fonction cumulative que j'expliquerai plus tard. Pour l'instant, on va la laisser à faux. Et donc en fait, qu'est-ce que fait la loi normale sous Excel? Eh bien tout simplement, pour chaque valeur de x, elle va me calculer la fonction que j'ai donnée ici, f de x égale 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle moins 1 demi x moins mu sur sigma au carré. Donc ça, elle va le calculer finalement pour chacune des x, comme si cette fonction, elle était déjà définie. Ok. Donc, j'ai plus qu'à tirer ma fonction vers le bas pour que ma fonction se calcule pour tous les x. Voilà, j'ai fait le calcul. Et donc, en fait, j'ai la valeur de la loi normale pour chacun des x variant de 0 à 10 par intervalle de 0,1. Donc maintenant, alors c'est très intéressant d'avoir ce tableau de chiffres. Par contre, ce qui serait peut-être encore un peu plus intéressant, c'est d'avoir finalement la représentation graphique d'une loi normale. Et là, pour ce faire, on va juste insérer un graphique. Et je vais insérer un graphique comme ça, en ligne. Et vous voyez que, effectivement, je récupère ma courbe en cloche. Alors, est-ce qu'on aurait pu se douter que cette courbe ressemble à ça? Eh bien, effectivement, puisqu'on avait dit qu'on avait une espérance à 4, donc on avait dit que le sommet culminerait à 4. On avait dit également qu'on avait un écart moyen de 1, donc entre 4 et 3, et entre 4 et 5, en fait, on va retrouver quelque chose comme 65% de l'aire de la courbe. C'est à peu près ça, c'est entre 65 et 68, j'ai un doute. De toute façon, dans les vidéos qui viennent, on le recalculera et on verra en fait quelle est la proportion de l'aire de la courbe qui se trouve sous un écart type. Alors, si on essaie de faire varier un petit peu cette courbe, tout simplement, il suffit de faire varier les paramètres de cette courbe. Par exemple, là j'ai un écart type de 1, que se passe-t-il si tout d'un coup je passais à un écart type de 2? Eh bien en fait, on va voir. Donc je vais faire cette fois-ci ma loi normale 4, 2, je vais remplacer ici par 2, et je vais tirer mon expression jusqu'en bas, et on va voir comment se change la courbe. Vous voyez, en fait, elle s'est... Alors, je vais la mettre... On n'a pas bien vu. Je vais remettre 1, et je vais tirer vers le haut, comme ça, c'est quand j'arriverai en haut que la courbe va se modifier. Vous voyez, en fait, là, elle a une certaine longueur, elle est assez effilée vers le haut. Si jamais maintenant je mets 2, c'est-à-dire que l'écart type, donc l'écart moyen entre le milieu de la courbe et les écarts, en fait, est beaucoup plus grand. Et donc ça veut dire que ma courbe va se tasser. Là, cette fois-ci, vous voyez qu'elle s'est tassée et elle est beaucoup moins effilée qu'avant. Si je change maintenant la valeur de mon espérance, pour l'instant j'étais centré en 4, je vais maintenant avoir la loi normale 6, 2, et bien on va se rendre compte ici que si je modifie l'espérance et que je mets 6, et que je retire ma fonction vers le haut, cette fois-ci vous allez voir que c'est le milieu de la courbe qui va changer et qui va se mettre à 6. Donc en fait, le premier argument de ma fonction normale va toujours définir quel est le point culminant de ma fonction normale.
Voilà. Donc la fonction normale se base sur ces deux paramètres. L'espérance qui va définir quel est l'axe de symétrie de ma loi normale, et l'écart type qui va me dire si plus il est petit, plus ça veut dire que la courbe va être effilée et en hauteur, plus il va être grand, plus la courbe va être tassée et au sol. Ok. Donc on a utilisé Excel, on a tracé notre loi normale, et on va étudier les différents paramètres qu'on avait. On avait la valeur du paramètre, l'espérance de la courbe, l'écart type et la fonction cumulative. Est-ce que la courbe doit être cumulative? Alors, c'est un paramètre qu'on n'a pas vu pour l'instant. Qu'est-ce que fait la fonction cumulative? Tout simplement, elle va vous donner les probabilités. En fait, il faut comprendre ça pour l'instant. Là, ça va vous calculer, on a un x, 0,2, et ça va calculer la fonction de la loi normale va être appliquée à x. Si on fait du cumulatif, c'est-à-dire que si ici je mets vrai, en fait ici on va calculer, on ne va plus calculer la probabilité que x soit égal à 0,2, mais en fait on va calculer la probabilité que x soit inférieur ou égal à 0,2. Donc en fait on va cumuler toutes les probabilités qui se sont faites avant. On va cumuler la probabilité de 0, de 0,1 et ainsi de suite. Et comme on va cumuler toutes les probabilités, et bien entendu, quand on va arriver au bout de la courbe, on va arriver sur la valeur 1, puisqu'on sait qu'en probabilité, quand on cumule l'ensemble des probabilités, on va arriver à 1. Et donc une répartition cumulative va en fait partir de 0 et arriver tout doucement à la valeur 1. Donc je propose de tester ça. J'ai mis une valeur cumulative ici à vrai. On va tirer ça vers le bas. Vous voyez que là on est presque à 1. Et en fait, vous voyez que la courbe, cette fois-ci, va cumuler finalement toutes les probabilités pour arriver jusqu'à 1. Donc là, on n'est pas arrivé tout à fait à 1 parce que je me suis arrêté à 10. On va mettre un écart type un petit peu plus petit. On va mettre 1. Et on va voir qu'avec cette représentation-là, on va pratiquement arriver à 1. Ouais, 0,9999, ok. Donc là, on est pratiquement à 1. Ok, donc ça, en fait, ça sert à voir la valeur cumulée. C'est-à-dire que la valeur qui est ici, ce n'est pas la probabilité d'avoir 1,3, c'est la probabilité d'être inférieur ou égal à 1,3. Ce qui est complètement différent. Ok, donc ça c'était pour la représentation de la loi normale sous Excel. Donc, comme d'habitude, la probabilité de la densité de la courbe est de 1, c'est la surface sous la courbe. Exactement comme ce qu'on avait vu sur la loi uniforme. Si je reprends ma représentation de la loi normale, en fait, la surface qui se trouve sous la courbe, donc sous la courbe et entre l'axe des abscisses, va représenter 1. Elle va représenter 100% de ma population. Tout simplement. C'est exactement comme on a vu avec la loi uniforme. Donc là, en fait, on a toute la population. Et grâce à ça, même si la courbe a une formule un petit peu compliquée, vous allez voir qu'on va pouvoir mettre à jour des propriétés très intéressantes sur la loi normale. Par exemple, comme la courbe est symétrique, nous savons que l'espérance que la probabilité que x soit inférieure à l'espérance est égale à la probabilité que x soit supérieur à l'espérance. C'est encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire? Je vous l'avais dit en fait que la courbe avait un axe de symétrie. Je vais juste enlever la valeur de sigma pour pas que ça nous embête. Hop, hop. Donc je vous avais dit que la courbe avait un axe de symétrie, c'est-à-dire en fait, ça divise l'aire qui se trouve entre la courbe. Donc en fait, c'est l'aire que vous avez. Je vais juste verrouiller les côtés pour pouvoir tracer ici. Puisqu'on a un axe de symétrie, ça veut dire que l'aire que je dessine ici en bleu clair est égale à l'aire que je dessine en rose, puisque j'ai un axe de symétrie. Donc ça veut dire que les deux aires sont égales. Comment est-ce que je peux définir ici? C'est-à-dire que si je prends un individu au hasard, une valeur au hasard, eh bien j'ai une chance sur deux qu'elle se retrouve dans la zone bleue, une chance sur deux qui se trouve dans la zone rose. La zone bleue, elle correspond à quoi? Eh bien elle correspond simplement à la probabilité que x soit inférieur à l'espérance E. Et que symbolise la zone rose? Eh bien la zone rose, elle symbolise simplement que la probabilité de x soit supérieure à l'espérance. D'accord? Et donc on a vu que ces deux probabilités, ces deux zones probabilistes, ont en fait la même R.
Donc ça veut dire qu'il y a égalité entre les deux. Il y a égalité entre l'aire de la zone bleue et l'aire de la zone rose. Et puisqu'on a vu en fait que l'intégralité de la surface qui se trouve entre la courbe de la loi normale et l'axe des abscisses est égale à 1, et que la probabilité que x soit inférieur à l'espérance correspond finalement à la moitié de cette courbe, eh bien on peut dire que la probabilité que x soit inférieur à e est de 0,5, donc la moitié de 1. Et que la probabilité de x soit supérieure à e, eh bien pareil, elle est aussi égale à 0,5, elle est égale à 1. Ça se traduit tout simplement en disant que si j'ai une représentation normale, et que je prends une valeur au hasard dans cette représentation, eh bien j'ai une chance sur 2 que cette valeur se trouve inférieure à l'espérance, j'ai une chance sur 2 que cette valeur se trouve supérieure à l'espérance. On va pouvoir mettre d'autres choses en place aussi, et on va pouvoir généraliser plusieurs propriétés finalement de la loi normale. Cette fois-ci, je prends n'importe quelle, une valeur A quelque part sur l'axe des ordonnées, et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut dire par exemple que P de x est inférieur à A et quelle équivalence on peut trouver dessus. Une fois de plus, je reprends ma courbe, alors je vais remettre en blanc, ce qui se rejoint sous ma courbe, ça on va enlever, ça on va enlever. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette fois-ci, je vais prendre en fait une valeur A. Donc c'est-à-dire que je vais prendre, alors je ne vais pas prendre en rouge, je vais prendre en vert. Je vais prendre une valeur A quelque part, ici. Donc j'ai une valeur A quelque part, n'importe où sur la courbe, ici j'ai ma valeur A. Et j'ai donc en fait, que veut dire que la probabilité que x est égal à A, eh bien tout simplement, c'est la probabilité finalement que, alors je vais changer de vert, c'est finalement la probabilité que en fait, le x que je choisis au hasard se retrouve dans la zone vert clair. D'accord. Est-ce que je peux l'écrire autrement? Effectivement, je peux l'écrire autrement, puisque là j'ai tous les éléments qui sont inférieurs à A, j'ai donc dans la zone violette ici tous les éléments qui sont supérieurs à A. D'accord? Et donc en fait, qu'est-ce que je peux dire? Eh bien tout simplement, je peux dire que si je peux dire tout simplement, alors je vais couper ça, je vais l'écrire différemment, tout simplement ce que je peux dire c'est que si je prends la probabilité, je prends la probabilité que mon x soit inférieur à A, et que j'ajoute la probabilité que x soit supérieur à A, cette fois-ci, en fait, qu'est-ce que je vais récupérer? Je vais récupérer la valeur 1. On peut le transposer avec des valeurs. Par exemple, si je prends tous les chiffres qui sont inférieurs à 5 et je prends tous les chiffres qui sont supérieurs à 5, en fait, je me retrouve avec tous les chiffres. Tout simplement. Ça peut être pareil sur un groupe, par exemple, de population. Si je prends toutes les populations qui parlent anglais et j'y ajoute toutes les personnes qui parlent anglais et j'y ajoute toutes les personnes qui ne parlent pas anglais, je vais me retrouver avec toutes les personnes. Et bien là, en fait, c'est exactement comme ça qu'on peut voir l'idée. Donc la probabilité que x est inférieur à A plus la probabilité que x est supérieur à A, tout simplement, ça va me donner 1, ça va me donner 100%, ça va me donner l'intégralité de la population. Et ça, c'est quelque chose qui nous amène en fait sur deux autres égalités qui peuvent être intéressantes. Tout simplement que P de x, la probabilité que x soit inférieur à A, finalement c'est quoi? Eh bien c'est tout, c'est 100% de la population, moins la probabilité que x est supérieur à A. Et de la même façon, la probabilité que x est supérieur à A, eh bien c'est tout simplement 100% de la population, 1, moins la probabilité que x est inférieur à A. Ça, ce sont des égalités qui vont servir énormément quand on va parler de la loi normale centrée réduite. Donc pour l'instant, on va les mettre un petit peu de côté, on va les garder sous le coude et on va voir qu'elles vont être d'une utilité majeure quand on va avoir à calculer des probabilités dans le cas d'une loi normale avec deux paramètres 0, 1. Donc, on a repris la courbe pour comprendre ces inégalités,
Et on va essayer de représenter également sur la courbe la probabilité que x se retrouve entre deux nombres a et b, et on va voir quelle est la probabilité de cet intervalle. Encore une fois, je vais remettre un petit peu, je vais enlever un petit peu tout ça, et on va se récupérer cette fois-ci deux nombres a et b. Donc ils peuvent être de part et d'autre de l'espérance, ils peuvent être n'importe où finalement. Je vais les mettre de part et d'autre de l'espérance, mais vous allez voir en fait que ça ne joue pas. Je pourrais les avoir tous les deux du côté positif, tous les deux du côté négatif, ça ne changerait rien du tout. Je ne vais pas les mettre symétriques non plus, il n'y a pas de raison. Donc j'ai ici un nombre A, un nombre B, et on va essayer de mettre en lumière certaines équivalences entre les relations. Donc là j'ai A, là j'ai B. Et donc en fait, ce que je cherche à savoir, en fait, c'est quelle est la probabilité, finalement, que si je prends un x, il se retrouve finalement dans cette partie-là, dans cette aire-là de ma courbe. Alors ça s'écrit quoi? Comment? Tout simplement, eh bien, je cherche la probabilité, alors je vais l'écrire en vert, foncé, je cherche la probabilité que x est inférieur ou égal, est supérieur ou égal à a, et est inférieur ou égal à b. C'est-à-dire qu'il est contenu dans l'intervalle formé par A et B. Alors qu'est-ce qu'on peut dire quand on a ce genre d'intervalle à résoudre? Eh bien en fait on peut le résoudre comme on a vu tout à l'heure, avec les différentes informations. Qu'est-ce que ça veut dire que P de A est inférieur à... Je vais le mettre en noir. Que X doit être compris entre A et B? Eh bien, ça veut dire, en fait, on peut avoir la même égalité, eh bien, on peut reprendre tout, donc 100% de la courbe. 100% de la courbe auquel on enlève quoi? Eh bien, en fait, on enlève déjà le côté gauche de la courbe, qui est ici. Donc on enlève, si je veux avoir l'espace vert, tout simplement, je prends l'intégralité de la courbe qui est 1, et j'enlève quoi? Eh bien, j'enlève déjà moins la probabilité que x soit inférieur à a. Donc P de x est inférieur à a, c'est en fait cette partie-là de la courbe. Donc je vais l'écrire ici, tout de suite, je vais prendre le rouge. Ici, c'est quoi? C'est la probabilité que x soit inférieur à a. On le voit bien, a est ici, donc en fait, ce qui est en rouge, c'est tous les x qui sont inférieurs à a. Donc j'ai 1, j'ai enlevé la probabilité que x soit inférieur à a, il ne faut pas que j'oublie une autre notion, il ne faut pas que j'oublie la partie de droite. Donc c'est-à-dire que je vais prendre la partie de droite ici, et la partie de droite ici, eh bien qu'est-ce que c'est? Tout simplement, il faut que j'enlève aussi moins la probabilité que x soit supérieur à b. Puisqu'effectivement, vous voyez que b est ici, et donc dans la partie rouge, je vais me retrouver avec que des éléments dont la probabilité est que x est supérieur à b. Et donc là, je me retrouve de nouveau avec une égalité qui va me permettre justement de passer d'un intervalle à deux inégalités, et on va voir que ces deux inégalités vont être plus faciles à calculer, encore une fois, quand on va voir le chapitre de la loi normale, centrée réduite, que l'on va voir dans une prochaine vidéo. Mais gardez ces équivalences en tête, vous allez voir qu'elles vont énormément nous servir. Alors quelques exemples où pourrait s'appliquer la loi normale. On va voir qu'elle permet de représenter des événements qui ont de fortes chances de se rapprocher de l'espérance et des chances réduites de s'en éloigner significativement. Alors on a quelque chose par exemple qui s'appelle la marche au hasard sur les 4 points cardinaux. On estime par exemple qu'on peut prendre un dé 4, donc un dé qui donne, quand on le lance, un chiffre de 1 à 4, et on peut définir une marche aléatoire. On va jeter le dé, sur 1 je vais au nord, sur 2 je vais au sud, sur 3 je vais à l'est, sur 4 je vais à l'ouest, par exemple. Je lance un dé, je fais un pas, je relance le dé, suivant le chiffre, je me dirige vers un des points cardinaux. En fait, on s'aperçoit simplement que quand on répète cette opération très longtemps, finalement, en fait, on ne va pas très très loin de son point d'origine. Tout simplement parce que l'explication est exactement la même que quand vous lancez une pièce en l'air. À un moment donné, ce que vous allez lancer, le nombre de piles et le nombre de faces, si vous faites un très grand nombre de lancers, en fait, vont s'équilibrer. Vous allez avoir le même nombre de piles et de faces. Et bien en marche aléatoire, ça va être un peu pareil. Les nord et les sud vont s'équilibrer, les est et les ouest vont s'équilibrer aussi. Et en fait, si vous répétez l'opération d'une marche au hasard plusieurs fois,
vous allez obtenir en fait une loi normale qui va être centrée sur votre point de départ. Et en fait, vous allez vous apercevoir que vous allez arriver souvent très très près de votre point de départ, et il y a des cas extrêmes où vous allez être très loin, mais ils seront vraiment marginaux. Par exemple, c'est des cas où vous seriez par exemple allé très très loin à l'est, parce que vous aviez plein de fois est, et bien vous allez vous éloigner de votre point central, mais ça va être vraiment très marginal. On peut aussi se dire, par exemple, je lance 1000 lancers de 100 pièces avec comptage des piles et des faces, donc c'est-à-dire je lance 100 fois une pièce, je compte combien j'ai de piles, combien j'ai de faces, et je répète l'opération 1000 fois. Et bien tout simplement, on va se rendre compte aussi qu'on va avoir une courbe qui va être centrée au niveau de la parité, et vous aurez naturellement des expériences qui vont s'éloigner de cette parité. Mais vous aurez énormément d'expériences qui vont être très proches de la parité, et vous aurez des expériences beaucoup plus rares qui vont vraiment s'éloigner de très loin. On peut imaginer par exemple, je lance 100 pièces et j'ai 75 piles et 25 faces. Et bien en fait, ça c'est une expérience qui va quand même arriver très très rarement. Et donc encore une fois, on va représenter ça par une loi normale. On peut par exemple penser à quelque chose de plus concret qui serait l'usure d'un pneu. On estime par exemple, le fabricant estime que l'usure d'un pneu se fait au bout de 40 000 km. Et bien là c'est pareil, on va estimer que l'espérance de l'usure de pneu va être de 40 000 km et que, eh bien, on va le représenter avec une forme normale parce que une grosse partie de ces pneus va être vraiment dans une fourchette très proche de ces 40 000 km, et vous aurez peut-être des cas extrêmes mais rares, c'est ce qui est spécifié un petit peu par cette loi normale, qui vont dire par exemple, vous aurez peut-être un pneu qui fera que 20 000, mais ça sera très rare. Et vous aurez peut-être un pneu qui tiendra à 60 000, mais là aussi ce sera très rare. Et donc la loi normale, on la retrouve, c'est-à-dire que vous allez avoir des probabilités très importantes d'avoir des valeurs qui sont proches de l'espérance, et plus vous allez vous éloigner de l'espérance, plus vous allez tomber sur des valeurs marginales. La taille des individus, c'est pareil également. Vous allez avoir par exemple une taille qui, en ce moment, la taille moyenne, c'est autour de 1m78, 1m79. Et en fait, vous allez être très proche de cette taille moyenne. Et en fait, vous allez avoir des gens très petits, mais ça va être une petite partie de la population. Et vous allez avoir des gens très grands qui vont aussi constituer une petite partie de la population. On va se rendre compte que la majorité des gens, finalement, se retrouvent autour de la taille moyenne. Donc ça peut aussi être représenté, finalement, par une loi normale. On peut estimer par exemple le poids d'une balle de tennis qui est fabriquée en usine. On va essayer de faire en sorte que les balles de tennis aient toutes le même poids pour qu'elles soient homologuées, mais naturellement, dans ce genre de choses, on a toujours une marge de manœuvre, et la majorité des balles de tennis qui vont sortir de notre entreprise seront vraiment dans une fourchette très serrée autour de la valeur théorique que l'on veut. Et on aura possiblement une balle qui sera vraiment, vraiment plus légère ou une balle qui sera vraiment plus lourde, mais ce seront vraiment des cas marginaux, donc des cas très faibles. Et là, on retrouve de nouveau notre loi normale, où on espère qu'on aura une grosse densité quand on va être proche de l'espérance, et on aura peut-être un petit peu des canards boiteux qui vont se rapprocher des cas extrêmes, mais on espère qu'on en aura très très peu. Ça peut être pareil pour la dimension d'une pièce en sortie d'usine. On veut une pièce qui mesure par exemple 22 cm, une tige par exemple de 22 cm qu'on va utiliser en industrie. Et bien là c'est pareil, on a un peu de tolérance sur la machine, on a un petit peu de marge, mais on voudrait effectivement que la plupart des tiges qui sortent de notre usine soient très très proches de la valeur théorique de 22. Et ça en fait, ça va de nouveau se représenter avec une loi normale. Alors si on parle un petit peu des caractéristiques de la loi normale, son espérance, sa variance et son écart type, en fait on se rend compte que ces informations-là, elles vont être beaucoup plus faciles à calculer en loi normale. Puisque la loi normale est finalement définie par son espérance et son écart type, c'est pas quelque chose que l'on va calculer, c'est plutôt les paramètres qu'on va utiliser pour la définir. Donc son espérance en fait ne se calcule pas d'une loi normale, puisque la loi normale, elle est définie par deux paramètres, elle est définie par son espérance et par son écart type. Donc en fait, ce ne sont pas des valeurs qu'on calcule, ce sont des valeurs qu'on utilise pour définir notre loi normale. Donc là, on a plutôt de la chance, puisqu'on n'a pas forcément beaucoup de calculs à faire. L'espérance et l'écart type d'une loi normale sont déjà donnés par sa définition. La variance n'est pas donnée, mais la variance, c'est pas ce qui est le plus facile, ce qui est le plus difficile à calculer. En fait, on sait simplement que l'écart type, c'est la racine carrée de la variance, donc la variance, c'est l'écart type au carré. Donc, on sait qu'il s'agit du carré de l'écart type.
représenter la loi sous Excel de la norme normale N10.2. C'est quelque chose que finalement qu'on a déjà fait ici. On avait pris ici qui était 6. Si je mets la valeur 10, mais que j'arrête mon intervalle à 10 cette fois-ci, on va s'apercevoir que je vais représenter que la moitié gauche. Ah, je suis encore en cumulatif. Je vais représenter que la moitié gauche de ma loi normale. Puisqu'en fait, mon intervalle, alors 10, 2, mon intervalle en fait s'arrête à 10, alors que 10 est ma moyenne, enfin est mon espérance. Et donc en fait je m'arrête au milieu de la courbe, mais effectivement si j'avais continué ici et que j'avais continué de tirer mes formules ici, et que j'étais allé, je sais pas, allez, et que j'avais pris ça, donc là je suis allé à 40, je suis quand même allé assez loin, je mets à jour mon graphe, et cette fois-ci en fait on voit bien que ma forme normale elle est centrée en 10, ce qui ne surprend pas puisque 10 est effectivement l'espérance de ma forme normale, et ensuite l'aplatissement ou l'effilement vers le haut est défini par la valeur de sigma. Donc on en termine avec cette vidéo d'introduction à la forme normale. Donc on voit que par rapport à la loi uniforme qu'on avait vue tout à l'heure dans une précédente vidéo, on voit qu'il y a énormément de similitudes, c'est-à-dire qu'on a déjà vu que la surface qui se trouve entre la courbe de répartition et l'axe des abscisses, en fait, la valeur de cette R vaut toujours 1, puisque en probabilité, on a vu que la somme des probabilités vaut 1, donc cette R vaut 1, puisqu'elle concerne tous les individus. Donc ça, c'est quelque chose qui est identique entre la loi uniforme et la loi normale. On a vu que la loi normale a une fonction de répartition un petit peu plus compliquée à calculer, mais on va voir dans la prochaine vidéo que finalement, on va passer très peu de temps avec cette fonction, que l'on retrouve naturellement sous Excel, comme on l'a aussi vu, et on va essayer de voir, avec un petit artifice, en passant par la loi normale centrée réduite, comment finalement on peut arriver à des calculs beaucoup plus simples et utiliser plutôt une table de déduction plutôt que d'avoir systématiquement à calculer la formule de la loi normale. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour voir comment est-ce que finalement on peut passer à la loi normale centrée réduite. A bientôt!